Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je me présente, Christophe Meignin. Vous m'entendez au loin par rapport à la sonorité? Merci. Je vais vous présenter pendant cette conférence le brain gym et plus largement l'éducation kinesthésique. Le brain gym, c'est une approche éducative qui permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre et qui est orientée apprentissage. L'apprentissage couvre l'ensemble des périodes de notre vie. Ça commence dès l'enfance, ça continue en tant qu'adolescent et adulte, et en permanence, je dirais, toute notre vie pour mieux se connaître, mieux connaître qui je suis et quelle direction est juste pour moi. Je vais particulièrement me concentrer pour commencer par l'approche qui concerne l'apprentissage au niveau scolaire. Dans le brain gym, une des clés pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de son potentiel, c'est le mouvement. Vous avez sans doute observé des enfants tout petits, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont en permanence dans le mouvement. Et c'est parce qu'ils utilisent l'ensemble de leurs modalités sensorielles, que ce soit la vue, l'écoute, le toucher, le mouvement, et le côté kinesthésique recoupe l'ensemble de ces modalités sensorielles, que l'enfant va apprendre en permanence. Et un enfant de 2-3 ans, il apprend énormément vite, il apprend énormément de choses. Et c'est parce qu'il se met en mouvement que l'apprentissage s'intègre dans son corps. Pour pouvoir apprendre, un ensemble de réflexes, je dirais, dynamiques, posturaux, ont besoin de s'inscrire dans le corps de l'enfant. Dans la vie intra-utérine, l'enfant développe déjà un certain nombre de réflexes intra-utérins où, par exemple, le réflexe tonique asymétrique du cou, l'enfant, quand il va tourner la tête, il va avoir l'opposé de ses membres qui vont bouger, ce qui fait que la mère peut sentir des coups dans le ventre. À la naissance, l'enfant va utiliser un certain nombre de réflexes, également des réflexes spinaux au niveau du bassin, au niveau du dos, le long de la colonne vertébrale. Donc quand on génère un stimuli volontaire sur le haut du dos, ça génère un mouvement de bassin et ça permet à l'enfant, avec ces 2 réflexes que je viens de nommer, eh bien, de faire sa réputation de la naissance. Et l'ensemble de ces réflexes-là, quand ils ne sont pas intégrés dans le schéma corporel du corps, quand ils ne sont pas intégrés parce qu'il y a eu du stress émotionnel, physique, et bien ensuite il y a une difficulté importante qui se met en place pour apprendre en général. Pour pouvoir marcher normalement, on a besoin de mettre en place ces réflexes. Mais pareil, pour avoir accès à sa mémoire à court terme, à long terme, on a besoin que ces réflexes soient intégrés. Dès qu'on est dans l'effort, pour lire, pour apprendre, pour se concentrer, eh bien c'est que ces réflexes à la base ne sont pas intégrés. Ils sont en hyperactivité ou en hypoactivité. Je vais prendre des exemples aussi concrets pour vous donner un peu une image de ce dont je vous parle. Là, j'étais sur le réflexe spinal. Un réflexe spinal qui n'est pas intégré, c'est-à-dire qu'il est toujours dans son développement et dans un stade hyperactif. Un réflexe, quand il est intégré, il est plus hyperactif, il est intégré dans le schéma du corps et on l'utilise comme ressource. Ce réflexe spinal, quand il n'est pas intégré, dès qu'on touche l'arrière du dos en montant, eh bien, il y a des mouvements de hanches qui s'opèrent, ce qui fait que quand on est assis sur une chaise et qu'il y a des frottements au niveau de la chaise, eh bien, en permanence, ça a pour conséquence d'activer des mouvements de hanches. Et puis on a aussi des réflexes de la tête. Quand on tourne la tête, ça fait bouger les bras. Donc quand ce réflexe-là, tonique asymétrique du cou, n'est pas intégré, eh bien le fait de bouger la tête, l'enfant va bouger l'ensemble de son corps, etc., etc. Ce qui fait qu'un enfant qui est toujours en mouvement, à 6, 7 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, etc., c'est qu'il a beaucoup de réflexes qui sont hyperactifs, qui ne sont pas intégrés dans le schéma corporel du corps, parce que la naissance s'est passée d'une telle façon que le réflexe a fini de se développer, parce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a eu du stress émotionnel, de séparation haute, qui fait que le réflexe s'est figé dans son développement, et qu'un enfant à 4, 5, 6, 7 ans peut avoir plein de réflexes qui ne sont pas complètement intégrés, et du coup il passe dans la modalité d'être dans l'effort. Ça, c'est un bon signe que le réflexe n'est pas intégré quand on est dans l'effort. Un enfant qui a 2-3 ans, il n'est pas dans l'effort quand il apprend. Il peint, il joue, il se concentre, il a une évolution progressive. Et à partir du moment où l'enfant arrive, par exemple au moment du CP, on lui demande de s'asseoir complètement, eh bien, il est bloqué dans le fait d'apprendre comme il faisait avant. Parce que le mouvement est nécessaire pour apprendre. Donc le fait d'être figé fait que l'enfant ne peut plus apprendre efficacement. Donc le brain gym permet, parce qu'on ne va pas demander d'être toujours actif quand on est en CP, en CM1, en 6e, etc. Le brain gym permet de s'adapter à son environnement en intégrant ces réflexes-là indirectement et en développant l'ensemble de ses capacités.
Voilà. Un exercice 4 assez simple à faire avec un enfant qui a 5, 6, 7, 8 ans ou plus, c'est de faire un balayement des yeux à l'horizontale, sans bouger la tête. Et vous allez voir que largement plus des 3/4 des enfants, au bout de 2-3 allers-retours, ont les yeux qui sautent et n'arrivent plus à suivre le doigt. Et là, c'est dû vraiment à un fonctionnement d'un réflexe au niveau des yeux qui n'est pas intégré. Et un réflexe non intégré a un impact, par exemple, sur la latéralité, des choses que vous connaissez peut-être, difficulté de latéralité, qui après se traduit par des 10 quelque chose. Eh bien, c'est qu'à la base, ces réflexes-là ne sont pas intégrés. Donc, le fonctionnement de la latéralité, vous avez peut-être déjà vu ce schéma-là où je vais dessiner nos deux hémisphères de cerveau. On a deux hémisphères, hémisphère droit, hémisphère gauche. Chaque hémisphère a une spécialisation. Voilà, il y a un hémisphère qui est plus spécialisé dans le détail, dans l'analyse, dans le côté langagier, alors que l'autre hémisphère est plutôt visuel, visuospatial, dans un côté beaucoup plus imaginaire. Et pour apprendre, on a besoin que nos deux cerveaux soient activés, soient intégrés. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand les réflexes sont pas intégrés, quand il y a du stress, quand il n'y a pas d'équilibre, eh bien, on a accès à une partie de l'information. Donc là, je vais rendre les choses un petit peu plus concrètes au fur et à mesure. On a deux yeux, si tout va bien. Chaque œil est commandé par l'hémisphère opposé. Donc mon hémisphère gauche, on a des canaux visuels, voilà, auditifs, qui commandent l'œil opposé. L'hémisphère gauche commande l'oreille droite, commande la main droite, toute la partie opposée du corps. Donc on a un fonctionnement comme ça en croisé, quand les réflexes sont intégrés. Et ce mouvement croisé, ce fonctionnement croisé, peut-être que vous l'avez déjà observé chez votre enfant. Dans le développement de l'enfant, au début, on a un mouvement homologue. C'est-à-dire que le petit bébé, qui a quelques mois, il fait soit des mouvements avec ses jambes, soit des mouvements avec ses bras. On n'a que le bas ou que le haut qui s'active. Et puis, on a une deuxième phase où l'enfant, au bout de 6 mois, 1 an, il va faire des mouvements homolatérales. Il va bouger toute la partie droite de son corps, se retourner d'un côté, et après de l'autre côté. Et en étant allaité au sein, il permet de se développer tout son côté droit, parce qu'il a tout un côté qui est inhibé au niveau de sa vision et de ses oreilles, plaqué contre le sein ou le corps de la maman, et puis il développe l'autre côté. Donc ce deuxième stade, après, est homolatéral, et ensuite, quand il fait le quatre pattes, la reptation, il va développer un mouvement croisé. Et ce mouvement croisé est nécessaire pour marcher, nécessaire pour se coordonner, nécessaire pour avoir accès à l'ensemble de ces modalités, puisque les yeux croisent également. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir avoir accès à tout son potentiel et ses aptitudes. Donc la phase du quatre pattes, par exemple, est nécessaire et important. Nécessaire, je répète plusieurs fois. Tout le monde ne fait pas la période du quatre pattes. Et souvent, cette période de quatre pattes n'est pas assez approfondie, merci de me partager ça, et bien ça va avoir cette tendance à avoir des difficultés de latéralisation, après, et du coup d'être dans l'effort. De passer directement à la position assise à debout évite cette période de croisée. Et c'est pour ça qu'une des activités que l'on fait en Brain Gym, ce sont des mouvements croisés. Ces mouvements croisés vont permettre de retravailler tous les réflexes, tonique asymétrique du cou, droite-gauche. Il y a des techniques de remodelage de la latéralité pour réinformer le corps de son fonctionnement de base. Voilà. Ces mouvements de Brain Gym, quand on fait les 8, c'est toujours traverser la droite et la gauche. Ici, on a ce qu'on appelle une ligne médiane. Et la difficulté d'apprentissage, c'est lié à cette difficulté de passer de la droite à la gauche. Et je vais vous donner les éléments pourquoi ensuite. Vous voyez qu'on a un champ visuel droit. Quand vous fermez cet œil-ci, et avec l'autre main, vous voyez jusqu'où vous pouvez voir, il y a un champ comme ça qui se dessine d'un côté et un champ qui se dessine de l'autre. Voilà. Cet œil-ci, il va voir de l'arrière jusqu'à l'avant, et cet œil-là, il va voir de ici jusqu'à l'arrière. Et donc, on a un champ médian qui se dessine entre les deux, où nos deux yeux voient simultanément. Je reviens sur le fait qu'on a un œil qui est associé à un hémisphère et l'autre œil à l'autre hémisphère. Donc, on a un œil, qu'on va dire, pour simplifier, détail, et un œil global. Voilà. Imaginons qu'un des deux yeux ne soit pas branché, ne soit pas connecté. Eh bien, le cerveau va être informé que du détail visuel. Donc un enfant qui va lire un texte, il va comprendre les mots. Ok, il comprend le sens des mots, il comprend les détails, mais si son autre œil n'est pas informé, il ne va pas comprendre le sens de ce qu'il lit. Voilà, il va comprendre les mots, ok, il va pouvoir même les redire, mais le sens et la compréhension de ce qu'il lit, ça n'aura pas de sens pour lui. Ou à l'inverse, si c'est l'autre œil qui est branché,
l'enfant il va comprendre globalement l'histoire, et puis ça va lui parler, ça va l'inspirer, mais il va pas pouvoir la réexpliquer en détail avec le contenu derrière. C'est pareil pour les oreilles. On a une oreille qui est globale et une oreille qui est détail, parce que connectée à l'hémisphère opposé. Donc, je vais prendre un exemple qui permet de comprendre ce fonctionnement-là. Une oreille de détail entend tous les détails de ce que l'enseignant, le parent dit, mais ne comprend pas forcément le sens derrière. Et un enfant, par exemple, qui revient de l'école, bon, c'est une histoire rapportée, qui est tout content avec son carnet de notes et qui montre à sa maman, regarde maman, la maîtresse, elle m'a dit c'est un beau travail. Donc la mère regarde le bulletin et dit beau travail, ça m'étonnerait qu'elle t'ait dit beau travail. Regarde tes notes, mais si, elle m'a dit beau travail. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'école, la maîtresse, en rendant le carnet à l'enfant, a dit ah, beau travail. Là, on est dans l'exemple où l'enfant a entendu beau travail au niveau de la logique, voilà, mais que le sens, la tonalité qu'on en met, ça a un autre sens. Et ça nécessite d'avoir ces deux oreilles branchées pour pouvoir avoir une compréhension de ce qu'on apprend. Voilà, donc en Brain Gym, on va faire un certain nombre d'observations pour voir est-ce que je suis branché au niveau de mes yeux, de mes oreilles. Alors pas forcément que pour des objectifs scolaires, mais aussi pour des peurs, un entretien, confiance en moi. Quand je suis en entretien, qu'est-ce qui est branché à ce moment-là ? Si pendant l'entretien, j'ai un œil qui est branché, je le colorie, j'ai une oreille qui est branchée, mais je vois que mes deux autres modalités ne sont pas branchées, j'ai qu'un hémisphère qui est branché. Après, je peux rajouter mes mains, mes pieds, symboliquement comme ça. Voilà. Je peux faire une évaluation de voir qu'est-ce qui est déconnecté ou pas dans une situation. Donc, pour un enfant, ça va être mieux me concentrer et on va voir qu'est-ce qui est branché ou pas. Ça va être mieux écrire, lire plus aisément. Pour un adulte, ça peut être passer mon permis de conduire facilement. Alors quand je passe mon permis de conduire, qu'est-ce qui est branché ? Si mes yeux sont pas branchés, si quand je regarde le rétro, c'est pas branché, si quand je change ma vitesse, c'est pas branché, j'aurai pas accès à tout mon potentiel à ce moment-là. Et je vais être sous stress forcément. Donc la première chose qu'on s'intéresse à faire, c'est d'observer tout ceci. Et si j'ai, on va dire, mes hémisphères sont déconnectés parce que je suis sous stress dans cette situation-là, j'ai plus accès à mes modalités. Là, vous avez un patron qui est l'hémisphère droit. Et bien en face, vous voyez, il n'a pas d'ouvrier. L'œil est débranché, la main est débranchée, etc. L'œil ici qui est branché, il n'a pas de patron en face. Donc l'information sensorielle, l'apprentissage ne peut pas se faire parce qu'il y a de la déconnexion un peu partout. Et pour rebrancher, eh bien, on va réintégrer des réflexes dynamiques et posturaux en faisant du brain gym, par des activités. Le brain gym, c'est gymnastique du cerveau. Donc ça veut dire en stimulant certains points en particulier, en faisant des mouvements particuliers, on va permettre de rebrancher toutes ces modalités. Donc en ce sens, c'est très complémentaire à l'orthophonie. L'orthophonie va travailler, je dirais, sur toute cette périphérie du cerveau où on va apprendre un certain nombre... Je suis pas orthophoniste, hein. On va apprendre un certain nombre de façons d'apprendre, d'efficacité, de répétition, de méthodologie, de stratégie, etc., etc. Ça sera accessible si avant tout est branché. Sinon, le résultat ne sera pas toujours immédiat. Alors, 1, 2, 3 séances de brain gym et un travail en orthophonie, vous allez voir que ça potentialise beaucoup l'enfant dans son apprentissage. Parce que si je veux apprendre toujours avec un œil qui est déconnecté, ou un hémisphère qui est déconnecté, hein, c'est une image mais c'est aussi une réalité, eh bien je vais être dans l'effort et je ne vais pas pouvoir apprendre, même si on répète 36 fois la même chose, si mes oreilles ne sont pas branchées, ça me passe au-dessus. Donc voilà, première approche par rapport à ça. Un petit élément complémentaire avant de passer dans une autre dynamique, c'est qu'on a tous une main droite ou une main gauche préférentielle, hein, on appelle la main dominante, mais on a aussi un œil préférentiel, l'œil droit ou l'œil gauche. Et on a aussi une oreille préférentielle. Et vous avez peut-être observé qu'un gaucher de la main a une façon d'apprendre, une façon d'être, un comportement qui peut des fois se différencier de droitiers qui sont plus dans quelque chose de logique et de concret. Être gaucher de l'œil, c'est encore plus d'impact que d'être gaucher de la main. Et être gaucher de l'oreille, c'est encore plus d'impact dans l'apprentissage, dans le comportement, que d'être gaucher de l'œil et de la main. Donc connaître son fonctionnement, quelles sont mes dominances au niveau de mes yeux, de mes oreilles, de mes mains, ça va me permettre de comprendre quel est mon style d'apprentissage et comment du coup je rentre en relation avec l'autre. Est-ce que ma tendance c'est d'avoir un fonctionnement qui est plutôt visuel dans mon approche en premier, ou plutôt kinesthésique, ou plutôt auditif, sachant qu'on a accès aux trois, mais dans un apprentissage, on commence par une modalité première. Donc connaître ses préférences et ses dominances, voilà, permettre de savoir comment on fonctionne davantage et surtout d'avoir des outils pour pouvoir
optimiser son fonctionnement. Donc en brain gym, on a une première étape d'observation. Donc on va observer comment je me sens dans mon corps quand j'ai accès à mes yeux, mes oreilles, quand je fais des mouvements particuliers. Et on va observer un certain nombre de préactivités comme un petit bilan de départ d'observation. Ensuite, par rapport à l'observation, on va proposer un certain nombre d'exercices. Donc le brain gym, il y a 26 mouvements. C'est une formation où il y a différents autres mouvements, mais ça, c'est déjà une très bonne base pour avoir des résultats intéressants. Et ces mouvements-là, vous rebranchez les yeux, vous rebranchez les hémisphères, vous rebranchez les mains, etc. Et ensuite, quand je vais refaire l'ensemble de ces préactivités, qui seront des post-activités, eh bien, je vais voir que tout est équilibré, que je peux recolorier mes yeux, mes oreilles. L'enfant, l'individu, l'être humain va avoir accès à l'ensemble de ses capacités. Et donc, va se sentir plus en confiance, plus à l'aise, et ça va s'observer très rapidement. Dans les activités qu'on propose, pour être concret, ça va être par exemple écrire, et on va voir que quand on écrit, est-ce que l'enfant, ça le met sous stress, ou au contraire, il est actif. Quand on lui demande de faire des mouvements comme des dessins de boucles, dans un sens, dans un autre, ou une boucle combinée, c'est un 8, eh bien les enfants 4, 5, 6, 7 ans ont des difficultés à faire les boucles, qui traduit la difficulté à croiser. Et écrire, c'est une coordination œil et main, et hémisphère. Donc c'est un processus qui est assez compliqué. Je vous prends un exemple. Quand on demande à un enfant d'écrire une dictée, voilà, eh bien, il va entendre l'information d'une oreille, ça va arriver sur l'hémisphère opposé. Ensuite, pour écrire, il a besoin de ses yeux et de ses mains. Donc il a besoin d'avoir accès à son œil et à sa main. Imaginons qu'il est gaucher, l'information doit repasser dans l'autre hémisphère et à nouveau avoir accès ici. Donc, écrire une dictée, le processus où ça bloque, parce que l'enfant va faire une faute d'orthographe, eh bien, soit ça peut être son oreille n'est pas branchée, du coup, toute la suite du schéma est bloquée, soit sa latéralité n'est pas mise en place, et je vais aborder ça après. Le passage de la droite à la gauche n'est pas possible parce qu'il y a du stress, parce que les réflexes ne sont pas intégrés. Donc ça peut se situer à ce niveau-là. Soit c'est son œil qui n'est pas branché, soit c'est sa main qui n'est pas branchée. Donc il suffit qu'une de ces éléments ne soit pas branchée pour que ensuite on n'ait pas le résultat d'apprentissage escompté. Donc quand on rebranche ces informations suite aux observations, on retrouve notre potentiel. C'est pour ça que le brain gym, c'est vraiment orienté augmentation du potentiel de l'individu, développement de son potentiel. Dans les activités qu'on propose, des fois, ça va être des mouvements croisés. Ce mouvement croisé que je vais montrer avec un micro, c'est de croiser la main et le pied opposé. Quand je fais que ce mouvement-là, à droite, j'active que mon hémisphère opposé, le gauche. Pareil, quand je fais que ce mouvement-là, j'active qu'un hémisphère. Mais quand je vais croiser la main droite et la main gauche, j'active mes deux hémisphères. Donc là, on amène à faire une activité qui est peut-être pas naturelle pour l'enfant, mais qui est physiologiquement naturelle. Donc le corps, il a un langage particulier. Donc c'est pas en lui disant « Allez, croise, allez, concentre-toi » que ça va s'inscrire dans le schéma corporel du corps. Il y a besoin de passer par du mouvement. Il y a besoin de passer par la stimulation de points. Donc en faisant ce mouvement croisé, voilà, plusieurs fois, si en inversant le micro, ça se fait, eh bien, vous avez déjà une idée si la latéralité est ancrée chez la personne ou pas. Voilà. Donc les enfants leur demandent de croiser, ils vont faire des mouvements voilà, comme ça, un petit peu en se balançant dans tous les sens. Et en tant qu'adulte, on peut aussi manquer de fluidité et puis s'inverser au niveau des mouvements croisés derrière, etc. Parce qu'il y a toute une variante d'exercice. Donc, dans le brain gym, on va approfondir 3 dimensions. La dimension de latéralité, qui est la dimension droite-gauche, puis au bas, avant, arrière. La dimension de latéralité droite-gauche, c'est ma capacité à passer d'un hémisphère à l'autre. C'est ma capacité à utiliser mes 2 yeux, à utiliser mes 2 oreilles. Cette dimension de la latéralité est davantage associée à tout ce qui concerne l'information. Je reçois les informations d'où? De mes sens, de mes yeux, de mes oreilles en particulier. Donc dans cette dimension de la latéralité, je vais avoir des particularités comme tout ce qui concerne l'information. C'est également davantage lié à la pensée. Voilà, je reçois plein d'informations au niveau de mes hémisphères. Si ça ne communique pas entre la droite et la gauche, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, beau travail, eh bien on reçoit 2 informations contradictoires. Au début, quand la latéralité n'est pas en place, c'est ce qui se passe. Vous entendez quelque chose, le cerveau gauche, il est informé quand vous dites une voiture, lui, pour lui, c'est une voiture, c'est VOITURE, voilà, c'est une voiture. Les voitures, il peut en avoir de plusieurs couleurs. Alors que l'hémisphère opposé, lui, il voit le dessin à voiture. Donc au départ, c'est 2 informations différentes qui arrivent au cerveau.
la voiture l'image et la voiture le mot. Et quand on n'est pas latéralisé, eh bien, ça crée une contradiction. La même information est contradictoire. Donc au bout d'un moment, je squeeze quelque part, je déconnecte un hémisphère pour en garder qu'une. Et donc je retiens que voiture, mais j'ai pas d'idée ce que c'est. Ou je retiens que l'image, mais j'ai aucune idée de comment l'écrire. Et quand la latéralité est en place, au contraire, on va passer de la compétition à la coopération, à la coordination. Donc s'assurer que la latéralité est en place va permettre de comprendre l'information. Alors c'est aussi bien des informations d'apprentissage quand vous apprenez une langue, une matière, mais c'est aussi des informations quand vous suivez, quand vous lisez un livre, quand vous essayez de vous connaître. Il y a besoin d'avoir un apprentissage global de qui on est. Donc dans ce fonctionnement de la latéralité entre la droite et la gauche, on va avoir tout ce qui est lié aussi à la pensée, aux idées. Donc quand, par rapport à un objectif, vous êtes très confus par rapport à des idées, vous posez beaucoup de questions, dites-vous que c'est cette dimension-là qui est en train de s'activer, mais qui n'est pas équilibrée, qui est sous stress. Donc quand vous êtes dans la confusion, c'est plutôt la latéralité. Confusion d'informations, vous ne savez pas quel choix faire. Donc quand on est équilibré, on a accès après à sa pensée, mais pas confuse, mais au contraire claire. Et quand la dimension de la latéralité est intégrée, est équilibrée, eh bien vous avez des idées beaucoup plus, on va dire, lumineuses, une intuition beaucoup plus fine, des nouvelles pensées qui peuvent émerger. Voilà, là on est sur la latéralité. Une deuxième dimension, c'est la dimension du centrage. Donc là on est sur une dimension au bas. La dimension au bas, donc c'est ma capacité à me centrer émotionnellement. Donc là on est plutôt sur l'aspect émotionnel. Là on était plutôt sur un aspect, on va dire néocortex, au niveau de la partie du cerveau concernée, la pensée, mon hémisphère droit-gauche. Là on est plutôt sur le cerveau limbique. Le système limbique est plutôt émotionnel dans son fonctionnement. Donc c'est ma capacité à me centrer entre ma tête et puis mes besoins, mon corps. Et entre les deux, qu'est-ce que j'ai entre mes besoins physiques, mon corps et ma tête, mes pensées? J'ai mon émotionnel et j'ai mon cœur. Donc cette dimension-là, c'est ma capacité à pouvoir gérer l'un et l'autre et à pouvoir être centré entre les deux. Si je suis pris émotionnellement, soit ça va me générer plein d'idées que je vais tourner en rond avec des petits vélos, soit au contraire, je vais ressentir cet émotionnel dans mon corps avec des douleurs dans le ventre, etc. Donc ma capacité à me centrer, c'est ma capacité à pouvoir faire quelque chose de mes émotions, lui donner un sens. Si j'ai une émotion, c'est que je suis dans la réaction de quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le fait de me respecter, quelque chose qui n'est pas juste dans le fait que j'ai quelque chose à dire non, à dire oui. Et là, il y a de l'émotionnel qui se met en route. L'émotionnel, on peut faire un jeu de mots, c'est e-motion. Donc c'est de l'énergie en mouvement. Donc l'émotion est là pour se mettre en mouvement. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que l'émotion, je la bloque, je la contrôle. Donc je déséquilibre cette dimension du centrage. Et ce qui se passe, c'est que l'émotion reste. Elle reste au niveau de mon plexus, par exemple, ou elle reste au niveau de mon ventre, ou elle reste moulinée dans ma tête. Donc si je contrôle l'émotion, comme elle a toujours quelque chose à dire, cette émotion-là, elle reste. Jusqu'à temps que j'en comprenne le sens. Jusqu'à temps que je mette en mouvement ce que j'ai à mettre en mouvement, ce que j'ai à comprendre. C'est un des principaux buts de l'émotion. Et si j'écoute mes émotions, j'en comprends le sens, dans la seconde qui suit, l'émotion disparaît. Voilà. Je peux être en colère, et quand je comprends le sens de ma colère, la colère disparaît dans les secondes qui précèdent. Si ma colère reste en continu, c'est que j'ai toujours pas donné le sens de ma colère. Et si j'ai du ressentiment, mais je ne sais pas pourquoi, je me lève avec une sensation comme ça, c'est que j'ai pas entendu le sens de ce ressentiment-là. Si je fais le lien avec à quoi ça me renvoie, et oui, ce matin, je me suis pas respecté, j'ai dit oui alors que c'était un non qui était approprié pour me respecter, j'ai pas fait une demande, je suis resté frustré avec ça, donc je m'en veux, je génère du ressentiment contre moi et contre l'autre. L'émotion reste jusqu'à temps que j'en donne le sens. Et dès que j'en ai compris le sens, hop, elle disparaît, elle a joué son rôle. Et du coup, quand cette dimension du centrage est équilibrée, j'ai accès à quelque chose qui est au-delà de l'émotionnel, je dirais du sentiment, d'une sensation. Quand je suis pris par le brouhaha émotionnel, ou par le brouhaha de la pensée, latéralité, eh bien, je suis en permanence dans la réactivité, je suis en permanence dans quelque chose d'automatique, je ne suis pas dans l'écoute de moi. En BrainGym, on va apprendre à s'observer. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, à quel endroit, par rapport à un objectif en particulier. Et donc, quand j'équilibre cette dimension du centrage, mon émotionnel est équilibré, donc il est plus actif. Et là, j'ai accès à une modalité qui est plutôt comme je disais, le sentiment, la sensation de savoir ce qui est juste pour moi, la sensation de savoir
quand j'ai un choix à faire, eh bien c'est plutôt lequel. Quand je suis dans l'émotionnel, je ne peux pas faire de choix, ça va être des choix réactifs, donc c'est pas un réel choix. C'est un choix en réaction à mon émotionnel. Alors que quand j'ai apaisé l'émotionnel, ça va être au contraire un choix qui va être en fonction de mon sentiment, quelque chose de beaucoup plus proche de qui je suis, de mon être intérieur quelque part. Voilà. Et c'est la même chose pour les pensées. Si je suis trop dans mes pensées, je ne peux pas prendre de décision parce que ça va être des décisions en réaction à mes pensées qui vont dans tous les sens. Alors que quand cette dimension de la latéralité est équilibrée, voilà, je vais avoir des nouvelles idées, des petits flashs, des images, voilà, qui vont vous inspirer, de l'intuition, etc. Troisième dimension. Donc là, ce que je vous dis, c'est une petite extension du Brain Gym. Voilà, latéralité, centrage, focalisation. Donc focalisation, après avoir fait la dimension droite, gauche et au bas, on est dans la dimension avant-arrière. Donc là, on est sur un cerveau plus archaïque, le cerveau reptilien, avec le cervelet, le lobe rachidien, pour ceux qui connaissent un petit peu l'anatomie. Donc la focalisation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus archaïque, beaucoup plus basé aussi sur les réflexes, et qui mettent en jeu la survie, le danger de lutte ou de fuite. Donc on a une partie des stress qui peut complètement concerner cette dimension-là. Et ce qu'on va évaluer en Brain Gym, c'est est-ce que c'est plutôt cette dimension-là qui est concernée, celle-là ou celle-là? Et ça va être les observations d'une séance, d'une pratique qui va permettre de voir ça. Donc si la focalisation est concernée, en général, on a tous une tendance à être oh ben moi je me reconnais plus là-dedans, non moi c'est plutôt ça. Là c'est plutôt le corps physique, les ressentis physiques. Là c'était ressenti émotionnel avec le centrage. Là c'est plutôt ressenti physique avec la focalisation. Donc si votre tendance est d'avoir des douleurs dans le corps, régulièrement, eh bien c'est cette dimension-là qui a besoin d'être prise en compte. Cette dimension de la focalisation, on a des exercices aussi appropriés pour équilibrer ça. Ça concerne plus des types d'étirements dans lesquels on va prendre du temps pour libérer des tensions. On est dans un mode survie. Donc quand je suis en survie, qu'est-ce qui se passe? Soit je suis dans la lutte, soit je suis dans la fuite, soit je suis immobilisé. Voilà. Et cette dimension-là, c'est la dimension qui fait que je vais me sentir en sécurité, physiquement. Ça fait partie des besoins primaires dans la pyramide de Maslow, de me sentir en sécurité. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité? Déjà, d'avoir un environnement. Je reviens sur l'exemple scolaire. À l'école, les enfants sont dans un environnement sécurisant où il n'y a pas un lion qui va sortir par la fenêtre à tout moment. Donc, on a déjà cette première base de sécurité. Mais dans mes besoins de sécurité, j'ai aussi besoin d'aller aux toilettes si j'ai envie, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Donc, à quel point je me sens en sécurité physiquement dans mon corps. Et si mes réflexes sont toujours actifs, je ne peux pas être en sécurité. Quelque part, je suis toujours sur le qui-vive. N'importe quelle information, n'importe quel stimuli me fait réagir, me réactive des réflexes, réactive un comportement physique. Donc, cette dimension-là a besoin d'être intégrée pour me sentir dans un environnement de sécurité. Voilà. Mais pareil, si je suis confronté à des peurs, parce que j'ai peur d'aller au tableau, on m'a dit une phrase d'un parent, d'un enseignant, qui fait que maintenant je suis terrifié, quelque part je vais me sentir insécurisé dès qu'on veut me poser une question. Ça peut toucher cette dimension-là également. Et donc si mon corps me parle par des douleurs, voilà, physiques, etc., c'est que j'ai une forme d'insécurité en moi-même. Peut-être que je vis une période où je choisis un nouveau logement, peut-être que une période financièrement c'est plus difficile, etc. Eh bien, cette dimension-là de la sécurité va te toucher. Et du coup, je vais me créer des blocages, je vais me créer des douleurs, par exemple. Donc, dans le Brain Gym, on va observer par rapport à un objectif, apprendre à mieux écrire, passer facilement au permis de conduire, être à l'aise quand je vais communiquer cet entretien, être clair quand je vais pouvoir présenter une information, etc. On travaille toujours avec un objectif de départ en Brain Gym, puisque c'est important de savoir où on veut aller, de focaliser son attention sur quelque chose de concret. Le corps, il ne fait que répondre à ce qu'on lui met dans la tête. Donc tout ce qu'on pense, tout ce qu'on imagine, eh bien, ça lui donne une direction pour aller vers ça. Et plus on y pense, plus on l'imagine, plus il va mettre d'énergie pour aller vers ça. Donc, avoir un objectif de travail, ça va permettre de focaliser son attention sur quelque chose de concret. Et plus on va être concret dans le travail qu'on va faire, plus ça va avoir un impact. Et comme le Brain Gym, c'est aussi personnalisé, parce que ce qu'on va observer, c'est en fonction de la personne, en fonction de son objectif, eh bien le résultat donne des résultats assez intéressants très rapidement. Donc, avoir un objectif concret, c'est important, puisque si je dis, je veux surtout pas aller à Marseille, il y a peu de chances que je vais arriver n'importe où, quelque part. Et les personnes, souvent, ils savent ce qu'ils veulent plus. Ça, je veux plus, ça, je veux plus, ça, je veux plus.
mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc c'est important de savoir ce qu'on veut. Et rien que le fait de se clarifier dans sa tête, bah, le corps il me dit ok, aujourd'hui tu changes ton programme, bon, bah, je vais mettre l'énergie pour aller vers ça. Donc un objectif, un pour la séance, mais aussi dans sa vie. C'est transposable, hein. Quand je désire quelque chose, si j'écoute mes pensées, mes émotions, qu'est-ce que j'ai comme image intérieure? Voilà, j'ai le désir d'avoir un enfant. Voilà, je me souviens des clientes comme ça. Mais pour elle, c'était pas possible. Et bien, dans son imagerie intérieure, c'est impossible de s'imaginer avec un gros ventre. Voilà, pour elle, cette perception-là n'était pas possible. Donc, à partir du moment où je ne peux pas imaginer comment je souhaite être, eh bien, le corps, il maintient quelque part l'image que j'ai inscrite dans ma tête. Donc, c'est intéressant quand vous voulez améliorer un objectif. Si vous voyez en entretien, vous fermez les yeux, vous imaginez vous projeter dans 2 jours, est-ce que je me sens à l'aise ou agité? Ouais, là, je me vois agité, je me vois en train de bouger, je me vois en train de bafouiller. Donc, le corps, il a cette image inscrite dans son imaginaire, dans la tête. Donc, c'est important de... et puis la sophrologie utilise un petit peu ce travail-là également, utilise ce travail-là dans la visualisation, d'avoir une image claire de ce qu'on veut et de l'avoir en orientation. Voilà. Donc, par exemple, les points positifs, c'est un exercice qui permet de travailler sur une visualisation positive et qui permet aussi de libérer le stress. Il y a plein d'outils en Brain Gym, puis je pense que je vais vous en montrer aussi quelques-uns. C'est l'intérêt que vous partiez avec aussi des informations que vous allez pouvoir appliquer pour vous-même. Eh bien, les points positifs vont activer une zone du cerveau qui est dénuée de stress. Ce cerveau frontal, c'est un cerveau qui nous permet les nouveaux apprentissages. Pour apprendre quelque chose, on a besoin de ce cerveau-là. La banque de données, elle est plutôt à l'arrière. Les images, les croyances, mes apprentissages, mes aires sensorielles, voilà, sont plutôt à l'arrière du crâne. Mais dès que j'ai des nouvelles infos, c'est lui qui va les analyser, qui va les comparer avec mon passé pour les inscrire. Mais quand je suis sous stress, je suis dans mon passé, je suis à l'arrière. Donc j'utilise 1 à 5% du temps de ma journée ce cerveau-là. Alors que c'est le cerveau qui va nous permettre d'apprendre des nouvelles choses, c'est le cerveau qui va nous permettre de faire des nouveaux choix, qui va nous permettre d'aller vers l'inconnu et qui va nous permettre d'avoir des nouvelles idées, etc. etc. Donc en stimulant ce cerveau, le simple fait de mettre une main, ça va activer cette zone-là, et mettre une main et les yeux fermés va permettre de libérer le stress. Vous pourrez faire l'expérience. Là, il faudrait prendre, je sais pas, 2, 3, 5 minutes, les yeux fermés pour ressentir qu'en mettant une main et les yeux fermés, vous allez voir que le stress, eh bien, il va diminuer progressivement. Alors, dans ce contexte où il y a du bruit, c'est possible aussi, mais je vous inviterai à faire cette expérience chez vous. La main sur le front, avec les 2 mains, là, comme le dessin, ou une main entière, va activer cette partie du cerveau dénuée de stress. Et si vous faites ça, vous dites, bon là, je reviens du travail, il s'est passé ça, je suis un petit peu tendu. Laissez faire le corps, vous allez voir que le stress va se libérer, et vous allez avoir ensuite des nouvelles idées qui vont venir pour trouver une réponse à vos questions, par exemple. Quand vous avez une difficulté à faire une décision, vous allez voir que dans votre tête, c'est agité, ça bouge dans votre corps, les émotions. Vous pouvez faire cet exercice-là, enfin quelques minutes, les yeux fermés, et vous allez voir que tout ce brouhaha mental, ce sentiment émotionnel, les tensions physiques vont commencer à fondre petit à petit, et que vous allez avoir des nouvelles idées. Et donc vous allez avoir accès soit à votre sentiment plus juste en vous-même, soit à des nouvelles idées, soit l'intelligence du corps également, quand elle est équilibrée, va vous mettre en mouvement. Quand on n'est pas stressé sur cette dimension de focalisation, eh bien, c'est comme si mon corps savait où aller, savait comment bouger, savait quoi faire. Je ne sais pas si c'est l'expérience déjà que vous avez vécue, de sentir que votre corps, il sait quoi faire, il sait où se positionner, il sait trouver la posture naturelle de s'asseoir, d'être debout. Si on l'écoute, et si cette dimension de focalisation est équilibrée, il y a une intelligence innée qui fait que le corps sait se mettre en mouvement. Des fois, ça peut vous arriver d'un moment de rattraper un truc avant même de savoir que ça allait tomber, mais vous le rattrapez. Ben là, c'est l'intelligence du corps qui savait quoi faire. Ou de prendre la bonne information dans un livre, voilà, sans réfléchir, sur une info, pof, voilà, votre corps, quelque part, il y a cette intelligence innée qui sait vous amener là où vous avez besoin. Où vous trouvez au bon endroit, au bon moment. Sans réfléchir, vous baladez dans l'exposition ici, vous faites les stands, vous êtes ailleurs, mais vous sentez bien dans votre corps, puis au bout d'un moment vous arrêtez un stand et puis tiens, peut-être des choses qui vous est arrivées. En laissant le corps aller, voilà, il sait ce qui est bon pour lui et comment aller vers ça. Donc quand ces 3 dimensions sont équilibrées, bah, vous avez accès, voilà, à des idées claires, vous avez accès à un sentiment juste, vous avez accès à une mémoire, voilà, à votre mémoire du corps qui se met en mouvement. Et quand vous êtes équilibré dans ces 3 dimensions, c'était un peu l'objet aussi de final, c'est je sais mieux qui je suis et je sais mieux où aller. Alors on se pose tous la question,
voilà, quel est le sens de ma vie, quelle est ma réalisation personnelle, quel est mon chemin, voilà, vous pouvez utiliser un certain nombre de termes par rapport à ça. Quand ces dimensions sont équilibrées, ça va se faire tout seul. Un enfant qui a 3 ans, il ne se pose pas la question de ce qu'il va faire, il le fait. Il est fasciné par ce qu'il fait, il va là où il semble bon pour lui d'aller, il le fait sans se poser de questions dans cet élan spontané. Et bien ça, on peut le retrouver ensuite en tant qu'adulte, de se faire confiance et on va rencontrer les gens qu'il faut, on va se retrouver là au bon endroit où il faut, on va avoir des nouvelles idées, on va faire telle activité. Ça, c'est possible quand ces 3 dimensions sont équilibrées, on a un accès à ça. Donc ça nécessite de savoir s'observer. Voilà. Après s'observer, je reprenais l'exemple, vous savez, du balayage horizontal droite-gauche. Quand vous suivez comme ça les yeux droite à gauche plusieurs fois, est-ce que vous sentez de la tension dans vos yeux quand vous allez à droite, quand vous allez à gauche, est-ce que vos yeux piquent? Alors, vous pouvez essayer de faire ça. Vous gardez la tête fixe et vous faites... Là, on traverse la ligne médiane à chaque fois entre la droite et la gauche. Quand une personne peut faire comme ça 15 allers-retours, eh bien, elle peut lire facilement une demi-heure le soir sans se fatiguer. Mais si au bout de 2, 3, 4, 5, 6 allers-retours, il y a une fatigue, et puis qu'on voit les yeux qui sautent, eh bien, ça montre que la latéralité au niveau des yeux, que les yeux ne sont pas branchés. Voilà. Je suis en train de voir quel genre d'exercice je peux vous proposer pour avoir conscience du corps. Alors, si mes yeux ne sont pas branchés, je n'aurai pas une vision claire de ce que je veux. Voilà. Basiquement, quand physiquement il y a des choses qui sont débranchées, la modalité plus fine en arrière fait que je ne peux pas voir ce que je veux. Si au niveau de mes oreilles, je ne suis pas branché, je peux ni entendre ce qu'on va me dire, ni entendre ma voix intérieure. Voilà. J'ai une oreille extérieure expressive et une oreille intérieure réceptive. Donc, quand j'ai accès à mon oreille plutôt expressive, bien sûr, j'entends tout ce qui se passe à l'extérieur, j'entends les informations qu'on va me donner. Je suis en train de faire quelque chose dans la cuisine et puis à la radio, j'entends juste un mot qui va me parler pour la journée. Voilà, là, mon oreille, elle est aware, pour reprendre une expression du belge. Elle est branchée. Alors que mon autre oreille, c'est l'écoute de mon dialogue intérieur. Voilà, cette petite voix qui me murmure des choses, des intuitions, elle est nécessaire pour pouvoir faire des choix et puis prendre des directions. Donc cette oreille-là, je peux observer si elle est branchée ou pas. Alors, il y a plusieurs façons d'observer. Une toute simple, c'est quand vous tournez la tête d'un côté, est-ce que vous sentez que vous êtes coincé assez tôt ou au contraire vous avez une amplitude qui est assez importante? Vous pouvez voir que essayez de tourner la tête d'un côté quelques secondes et puis de l'autre, voyez si vous sentez une différence entre la droite et la gauche. Il y a certaines personnes qui vont rester coincées assez tôt, voilà, et d'autres qui vont aller beaucoup plus loin. Et ça arrive même des enfants qui ont 6-7 ans qui sont coincés très tôt et du coup ils ont une oreille qui est débranchée, on va leur dire les choses, il faut répéter la même chose le lendemain parce que l'oreille n'est pas branchée. Donc il y a des mouvements qui permettent de rebrancher ces oreilles-là en travaillant sur des exercices de brain gym. Voilà, donc si vous sentez une différence entre la droite et la gauche, ça vous donne une information pour vous-même. Le mouvement croisé que j'ai montré tout à l'heure, ça permet aussi de voir si au niveau des hémisphères c'est branché. Donc ça, ce sont des mouvements assez basiques, mais rien que le fait d'équilibrer ces mouvements, ces 3 dimensions, ça a déjà un impact énorme sur le centrage, sur sa capacité à se concentrer, sur un certain nombre de choses. Parce que la concentration, c'est ma capacité à utiliser mes 2 hémisphères et de me sentir en sécurité. Ça contacte différentes dimensions, la concentration. Pour me concentrer, eh bien, j'ai besoin de croiser mes 2 yeux en un point. Le fait de regarder un point, ça sollicite mes 2 yeux. On ne peut pas regarder un point très longtemps si on n'est pas latéralisé au niveau des yeux. On est plutôt en mode parallèle. Voilà. Quand on est en mode parallèle, quand on est en mode effort, quand on est en mode contrôle, eh bien on n'utilise qu'une partie de ses capacités, qu'un hémisphère et qu'une partie des modalités. Et en neurologie, 1 + 1, ça fait 3. Donc quand je ne suis pas latéralisé, j'utilise que 33% de mon potentiel de mes capacités. Donc, au niveau des autres activités qu'on peut proposer, en brain gym, on va pouvoir, suite à cette observation, proposer un certain nombre de mouvements. Là, ce tableau-là qu'on apprend en brain gym en 2 jours. Alors, le brain gym, ça se pratique soit lors de séances individuelles avec des personnes. Vous venez faire 1, 2, 3 séances de brain gym pour pouvoir augmenter votre potentiel à l'école, etc., ou personnellement. Et ça s'apprend en 2 jours, mais c'est un cursus plus long. Les 26 mouvements, l'ensemble de ces mouvements-là sont des mouvements qu'on associe à la latéralité. Donc, pour équilibrer sa latéralité, vous avez des mouvements qui vont utiliser les yeux, qui vont utiliser
des mouvements croisés, qui va utiliser un certain nombre d'exercices par rapport à ça. Concernant les mouvements plutôt du centrage, pour pouvoir centrer, voilà, on va avoir des activités plutôt ici, des exercices énergétiques ou l'exercice dont je vous ai montré tout à l'heure. Et puis pour la dimension de focalisation, on a plutôt des exercices ici. Alors, les 3 dimensions sont aussi transversales, hein, mais on a déjà une première grille de lecture qui fait que quand on a cet outil-là, soi-même on peut déjà s'auto-équilibrer en faisant un certain nombre d'observations. Si je reviens sur l'activité des yeux droite et gauche où il y a un stress parce qu'on le sent ou on observe l'autre qui a les yeux qui sautent, ce 8 dans l'espace, ce 8 couché, voilà, c'est un 8 qui va travailler dans le champ médian. Vous savez, le champ médian, c'est là où mes 2 yeux voient en même temps. Et très souvent, l'enfant, quand il tourne la tête, il n'a qu'un œil qui voit ce qu'il lit. Et un enfant, il a un champ visuel qui est un petit peu plus rétréci que le nôtre. Et quand il regarde une feuille A4, dès qu'il tourne un petit peu la tête, eh bien, il n'y a qu'une partie de ses yeux qui voit. Parce que la distance de lecture normale, c'est je mets le point ici, et là vous êtes à une distance de lecture où la lumière est idéale pour apprendre. Donc on a une distance de lecture qui peut être cette distance-là pour un enfant. Et sur une feuille A4, son champ visuel tient juste sur une feuille A4. Donc dès que l'enfant tourne un peu la tête, ou s'avachit, ou écrit, eh bien il n'y a qu'un œil qui est branché. Souvent, des fois, il me met une main sur il se bloque une oreille, il se bloque un champ visuel. Donc il a accès qu'à une partie de ses sensorialités. Donc il n'y a qu'une partie de l'info qui est retenue. Alors, c'est de ne pas dire à l'enfant « redresse-toi et toi tiens bien, tiens-toi droit ». Parce que comme c'est réflexe, eh bien, ça va revenir au bout d'une minute. Et en plus, il a mis ce système, c'est un système de compensation qu'il a mis en place. Si on lui dit « tiens-toi droit » alors qu'il n'a qu'un œil de branché, il va se retrouver dans un état où il va recevoir les 2 informations et ça va créer de l'incompréhension dans le cerveau. Donc ça va lui générer de la confusion. Un enfant qui, pendant des mois, des années, a compensé un fonctionnement, si on lui dit de se tenir droit, eh bien, il va passer dans la confusion. Parce qu'il a un œil qui n'est pas branché, donc il va vite se remettre dans sa position où là, c'est sûr qu'il capte qu'un tiers des infos, mais en même temps, il va pouvoir faire face à cette situation-là. Donc l'idée, c'est d'abord faire des mouvements de brain gym, ou des fois, il y a d'autres techniques qui permettent de proposer un travail sur la latéralité en passant par le mouvement, pour que le corps rebranche ses modalités, ses yeux, ses hémisphères, et là, après, naturellement, il va se remettre droit pour son apprentissage. Donc ce champ visuel... l'apprentissage se fait dans ce champ visuel. On a besoin d'avoir nos 2 yeux dans ce champ visuel-là. Et le 8 couché, en l'occurrence, est un travail qui va permettre de travailler dans ce champ visuel pour rebrancher les 2 yeux. Voilà. Typiquement, quand vous observez ce mouvement-là avec les enfants, vous faites un aller-retour, puis ça saute, l'œil il fait dong, dong, il bouge comme ça très vite. Ou qu'il y a une fatigue, vous voyez les yeux qui picotent, eh bien c'est que les yeux ne sont pas branchés. Donc vous pouvez faire ce mouvement-là. L'idée c'est de faire un 8, de garder la tête en face et de suivre des yeux. Et vous allez voir que pour les 3 quarts des enfants, au plus, eh bien ça présente une difficulté. Soit c'est la tête qui va commencer à bouger, soit c'est les yeux qui restent en face et puis le bras qui bouge, mais coordonné œil-main, c'est un prérequis nécessaire pour l'écriture. Voilà. Je ne peux pas apprendre à écrire facilement si cette base n'est pas intégrée. Pour écrire, j'ai besoin de savoir faire les boucles que j'ai montrées tout à l'heure, j'ai besoin de pouvoir écrire les 8 aussi bien dans l'espace que par écrit. Et l'importance de multiplier ces accès sensoriels. C'est-à-dire que quand je fais un 8, eh bien, le faire dans l'espace, ça active mon corps, donc je me mets en mouvement. Le fait de l'écrire, ça rajoute aussi le visuel du 8. Sur le stand, on a un 8 en bois. Eh bien, le bois, ça rajoute aussi un côté kinesthésique. Je touche le 8. Je peux aussi faire des 8 sur le mur avec un doigt. Je peux le varier avec les supports. Là, vous pouvez utiliser votre créativité. Le Brain Gym ouvre à ça. Eh bien, le fait de varier les 8 va faire que je vais intégrer ce mouvement qui me permet d'avoir accès à mes 2 hémisphères avec mes 2 yeux. Voilà. Donc, pratiquement, le soir, vous vous fatiguez au bout de 10 minutes de lecture, mais ça vous intéresse, mais les yeux, ils tombent. Faites une pause de 2 minutes, vous faites ce mouvement du 8 couché, et vous allez voir que vos yeux vont se détendre. Voilà. Les yeux vont se détendre, et après, vous allez pouvoir relire plus souvent. Donc, le Brain Gym, c'est des exercices qu'on peut apprendre pour soi, pour le réutiliser autant qu'on le souhaite. C'est aussi une possibilité d'équilibrer un objectif plus général. Voilà. En France, on a le Brain Gym. En Orient, ils ont plutôt le Tai Chi, le Qigong. C'est pour faire court. En France, on a besoin de quelque chose de plus efficace tout de suite. Les deux, quelque part, ont une finalité qui peut se rapprocher, mais c'est une approche différente.
Donc là, il me reste quelques petites minutes. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vais rapprocher le micro parce que c'est enregistré. Alors les gens qui veulent après récupérer les conférences, je vous écoute. Oui, je voudrais savoir, on parle toujours des enfants, mais est-ce qu'un adulte peut se déconnecter s'il était bien connecté à ces trois cases, je dirais? Oui. Est-ce qu'il peut se déconnecter lors de chocs physiques ou émotionnels? Oui, tout à fait, oui. En général, en tant qu'adulte, on a compensé un fonctionnement pendant des années. Ça peut se traduire par quand je conduis, on me dit tourner à droite, je tourne à gauche. Voilà, j'ai compensé un fonctionnement. Ou dès que vous êtes dans l'effort de l'apprentissage, il y a déjà une compensation qui est en place. D'accord. Mais même si on avait été bien connecté, Il peut en effet avoir des chocs entre-temps qui sont mis en place et qui ont débranché des modalités. Parce que séparation, choc physique, fait que le corps s'est débranché de quelque chose. D'accord, je vous remercie. Oui. Et comme ça, il y avait une danseuse de haut niveau qui n'était pas latéralisée. Et dès qu'elle a fait quelques mouvements de pratique, elle avait une danse beaucoup plus fluide, beaucoup plus inspirée. Voilà. Donc même dans un niveau de haute performance, le Bread Gym permet d'être encore beaucoup plus dans l'aisance et dans l'accessibilité. Donc en effet, c'est surtout dans les premières années que l'enfant va avoir l'occasion de brancher qui il est, mais après dans la vie, il y a d'autres événements qui peuvent faire qu'on va se stresser et débrancher des modalités. Oui. En général, combien de séances est-ce que l'on a besoin pour voir les premiers effets positifs? Alors, dans ma pratique et l'observation, pour un enfant qui prend un objectif scolaire, on a des résultats très rapides au bout d'une, deux, trois séances. Alors, je ne sais pas dire 80-90% des cas, il y a déjà une amélioration au bout d'une, deux, trois. Mais pour la concentration, pour l'apprentissage, il y a un mieux très rapidement, immédiatement. Quand le résultat n'est pas immédiat, c'est souvent qu'il y a derrière soit une non-motivation de faire des mouvements pour l'enfant, parce que ça demande des fois un peu de pratique à la maison, et que voilà, c'est un prérequis, ou soit ça concerne tout un comportement derrière qui se traduit par des difficultés de concentration. Donc là, il y a besoin de creuser. Donc en Brain Gym, on peut travailler soit déjà sur une amélioration immédiate, mais on peut aussi approfondir le pourquoi ceci, pourquoi cela, et aller en profondeur dans un travail plus approfondi avec des outils plus avancé que celui-là. Ça, c'est une base nécessaire. Une fois que les trois dimensions sont équilibrées et que j'ai toutes mes modalités, je peux approfondir l'émotionnel, je peux approfondir les stress qui sont inscrits par rapport à mon passé pour mieux faire des choix dans mon présent. Donc, voilà, pour avoir une ordre d'idée. En tant qu'adulte également, on sent tout de suite, quand on fait une séance de Brain Gym, un recul sur le problème, une autre façon de l'appréhender, de le voir. Une confiance qui s'installe, une libération de peur par rapport à ça. La perception va changer. Voilà. La façon dont on perçoit les choses vont changer parce qu'on remet les choses en mouvement. Là où il y avait des blocages au niveau émotionnel, physique, des croyances mentales, etc., limitées, eh bien on va redonner un espace et le fait de simplement remettre en mouvement, eh bien il y a une ouverture, une conscience qui va se mettre en place et un mieux-être rapidement. Voilà, on remet en mouvement avec le Brain Gym. Encore une question avant de clôturer. Donc si vous voulez approfondir les questions, vous pouvez soit faire un tour à notre stand I16, prendre quelques documents ici. Sur le site internet, on a aussi beaucoup de descriptifs. Il y a quelques livres aussi écrits que sur le Brain Gym qui sont aussi très, très instructifs. Apprendre par le mouvement de Paul Denison. Je ne vais pas parler du créateur, mais Paul Denison qui a créé cette méthode-là, éducation kinesthésique, a écrit 2, 3, 4 livres. Donc le dernier, Apprendre par le mouvement, qui est très exhaustif et qui permet d'approfondir ce que je vous dis là en quelques minutes. Bon, je vous remercie de votre attention.